Et excusez-moi, je cherche une certaine Méphiléone. Elle m'a donné rendez-vous ici. Ben, t'ai déjà dit de pas faire tes réunions bizarres dans mon restaurant. Elle est par là. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling Hello, sweetie. good. Bon bref, j'ai pas le temps là. Ça va, pose-toi 5 minutes, prends un café, une tisane, détends-toi. J'ai besoin du carnet, tu m'as promis que tu me le donnerais. Oui, mais je t'ai pas dit mon prix. Très bien. Quel est ton prix? Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de Psychologie de comptoir, le dernier de la saison. Avant de commencer les festivités, sachez que cet épisode sera un spoiler massif des différents films et séries abordés aujourd'hui. Je vous conseille donc de voir les œuvres que vous souhaitez découvrir avant cet épisode. Et moi alors? Aujourd'hui, nous allons parler des personnages que j'appelle prédestinés. Et vu que j'invente des termes qui n'existent pas, définissons cette catégorie. Les personnages prédestinés sont ceux dont on peut prédire l'avenir, notamment la mort, avant que l'œuvre ne se termine. Cette catégorie comporte des sous-catégories, 3 selon moi, à vous de me dire si vous en pensez plus. Les personnages dont on pense connaître la fin sans en être sûr, les personnages pris dans une boucle temporelle, et les personnages dont on sait l'avenir avant de connaître son histoire. Oui, dont l'histoire commence par la fin. Vous comprendrez donc pourquoi cet épisode sera composé de nombreux spoilers au vu du sujet choisi. Dans notre cas, nous allons nous intéresser à 2 sous-catégories sur les 3, à savoir la boucle temporelle et la fin avant le début. Premièrement, car il est possible de déceler un pattern de construction de personnages dans les boucles temporelles. Deuxièmement, car le personnage que j'ai choisi d'analyser aujourd'hui fait partie des 2 catégories. Et troisièmement, parce que la première sous-catégorie que j'ai citée, celle dont on pense connaître la fin, ne réside que sur la culture de celui qui visionne l'œuvre. Je m'explique. À force de décortiquer les films et séries, à force de regarder de plus en plus de variétés d'œuvres, on peut déceler à l'avance ce qui va arriver uniquement grâce au code utilisé par le réalisateur. Par exemple, un personnage qui accompagne un personnage principal qui rêve d'une vie calme sans souci à l'abri des malheurs de l'extérieur, c'est généralement un code qui veut dire « toi dans 2 minutes t'es mort ». Je viens de gâcher tous vos visionnages de films et séries, hein. Oubliez ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit plus d'une logique basée sur la connaissance de plusieurs œuvres dans le même domaine plutôt qu'une science exacte dans la mesure où le réalisateur peut jouer avec ses codes mais ne rien faire avec ou, au contraire, piéger le spectateur pour le surprendre. Et j'ai une idée d'épisode sur ce sujet, alors ne nous étendons pas. De plus, oui, 4e et dernier point, il y a bien plus de films et de séries concernés par les 2 sous-catégories que vous ne pouvez l'imaginer que je ne pouvais moi-même l'imaginer. Ce qui fait que je peux en parler pendant des heures. Mef, j'ai pas le temps d'écouter ta chronique. Ah, mais tu n'as pas le choix. T'as besoin de moi, et moi j'ai besoin d'un public. Alors tais-toi et apprends. Quoi? Vous voulez déjà qu'on commence à parler du personnage que j'ai choisi pour aujourd'hui? Vous voulez commencer par la fin? Attendez un peu, vous venez d'arriver. On fait pas un triple salto arrière lors de votre premier plongeon. On va plonger tranquillement dans le bain du bouleversement du temps avec la boucle temporelle, quelque chose de simple. Car mesdames et messieurs, on va aller de plus en plus compliqué au fur et à mesure que le temps avance. Ou pas. Donc nous allons commencer par les boucles temporelles. Pour celles et ceux qui n'auraient potentiellement jamais expérimenté ce bordel qu'est la boucle temporelle, il s'agit comme son nom l'indique d'un événement, en général une journée complète, qui se répète tant que le personnage central ne s'en extirpe pas. Et bien évidemment le personnage principal ne sait généralement pas pourquoi il est bloqué et donc la solution pour en sortir. Nous allons commencer par décortiquer le personnage principal, puis par la suite identifier son partenaire. Le personnage principal est au cœur de la boucle temporelle. Sans lui et à cause de lui, la boucle se répète sans s'arrêter. En tant que spectateur, le but est d'identifier les éléments clés par lesquels passe le personnage, des éléments très mis en avant, afin d'identifier où commence la boucle, comment elle se déroule, les potentielles solutions qui s'offrent ou non au personnage, et de quelle manière la boucle reprend son cours.
Dans les films que j'ai pu voir, on retrouve deux types de personnages, celui qui découvre qu'il se trouve dans une boucle et celui qui est suffisamment habitué à la boucle pour la connaître par cœur. Mais peu importe d'où commence le personnage, car dans tous les cas, il va entrer dans différentes phases psychologiques. Premièrement, qui est notre personnage avant la boucle? Le point le plus important de sa psychologie est l'égoïsme. Attention, même si le mot peut paraître négatif, car il l'est, ce n'est pas forcément le cas. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, il s'agit de quelqu'un de distant émotionnellement. Avec sa famille, ses collègues, ses amis, il est difficile de déterminer les raisons de son détachement. Il est visiblement différent en fonction des films, mais il est identifiable de par le comportement du personnage envers les autres. Aussi, il ou elle agit souvent comme une personne supérieure aux autres, que ce soit professionnellement, intellectuellement, psychologiquement, etc. Le personnage a un statut de supériorité dans un domaine qui participe à la distance avec les autres personnages, mais aussi à son évolution par la suite. Enfin, le personnage a tendance à fuir la réalité. Tous ces éléments sont très importants car c'est eux qui permettront au personnage de sortir de la boucle. Mais ne croyez pas que ce soit si simple. Car avant de résoudre le problème, le personnage va réaliser plusieurs phases. La première étant la panique. Le personnage réalise progressivement que les événements se répètent exactement de la même manière que le jour précédent. Cette panique cause évidemment un déni des faits où le personnage tente de stopper l'inévitable que la boucle recommence. En fonction des films, elle peut être plus ou moins longue, notamment lorsque le personnage pris au piège dans la boucle n'est pas le seul conscient de la boucle. Malgré tout, une fois que le personnage réalise qu'il n'y a aucun moyen de sortir, il passe vers une nouvelle phase, celle du pétage de câble. Durant cette phase totalement en dehors des traits psychologiques et socioculturels du personnage que l'on a appris à connaître durant les premières minutes du film, le personnage principal prend conscience de la liberté que lui offre cette boucle, c'est-à-dire de profiter de tout ce que la vie peut lui proposer sans aucune conséquence, puisqu'il sera le seul à se souvenir de ce qu'il fait. C'est une provocation à tous les codes que le personnage s'impose de manière générale, une manière de profiter d'une situation dont il veut s'échapper. Cependant, cette phase ne dure qu'un temps, car même si l'amusement est au rendez-vous et que le personnage tente toutes les possibilités pour profiter au mieux de la situation, rien n'est réel et tout s'efface, même les bons moments. Quoi qu'il arrive, ce qui doit arriver arrive. Tout ça pour dire que le personnage se rend compte de la futilité et de la dangerosité d'agir comme bon lui semble ici, pour lui comme pour les autres. Ce qui fait passer le personnage en phase de dépression. Il a tout essayé, tout fait, et il s'agit d'une lassitude de cette boucle. Cette lassitude, traduite par soit un acte désespéré, soit par une apathie du personnage, se résout quand il entrevoit ce qui manque à sa vie, l'amour, une famille, l'amitié, le besoin d'être une meilleure personne, etc. Mais aussi quand la possibilité de résoudre la boucle se réalise. Envisager une vie avec cette personne, une vie tout court en dehors de la boucle, le pousse à agir mieux. Et ceci ne peut fonctionner que grâce à l'évolution du personnage. Car désespéré, le personnage va naturellement se confier et partager des émotions avec un proche qu'il considérait comme inférieur auparavant. Et c'est là que l'on découvre un deuxième personnage, le Love Interest. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, le Love Interest est un personnage secondaire dont le personnage principal tombe amoureux. Intrigue principale ou non, il est là à la fois pour soutenir le héros, mais aussi pour s'opposer à lui lorsque son comportement dépasse les limites. Ici, dans une boucle temporelle, il s'agit d'un soutien psychologique pour le personnage central. Il s'agit de celui ou celle qui va croire le personnage central concernant ce qu'il vit, mais aussi le conseiller afin qu'il s'échappe de la boucle, même s'il ne se souvient pas de ça. C'est ce Love Interest qui va aussi forcer le personnage au cœur de la boucle à sortir, à vivre autrement, à changer. Et cela passe par ce qu'on pourrait appeler la journée intimité. Il s'agit d'une journée dont le Love Interest ou le proche impliqué dans ce moment pour Boss Level ne se souviendra pas, mais qui est essentiel pour le personnage principal. Ce moment d'intimité, le même qui va le pousser à quitter la boucle, va lui donner la volonté d'être meilleur, de casser ce qu'il était avant pour devenir quelqu'un de meilleur, et il va agir de manière désintéressée dans le but de vivre l'amour ou, dans le cas des films d'action, sauver le monde. C'est alors que le personnage central de la boucle va agir de manière désintéressée et va essayer de créer un dernier jour le plus inoubliable et le plus agréable possible. Cette préparation se fait généralement sur plusieurs jours, le temps que le personnage récupère des informations sur la boucle et son fonctionnement, que ce soit pour analyser l'aspect scientifique de cette dernière ou comment se comportent les différentes personnes dans la boucle pour leur faire vivre la meilleure expérience possible. Ce dernier moment avant que la boucle ne cesse sera en compagnie de la personne que le personnage central aime, un dernier moment parfait avant la fin comme le proposait Un jour sans fin en 1993. Cette construction de personnages que je viens de détailler et le déroulement des événements sont très importantes car elle permet d'identifier le personnage responsable de la boucle, particulièrement quand il ne s'agit pas du personnage principal. Selon moi, le plus intéressant en tant qu'auteur, c'est d'utiliser les codes répandus afin d'attirer le public, mais de déjouer les codes en les détournant, peu importe la manière.
C'est le cas d'Happy Birthday qui, en faisant vivre une dernière journée parfaite à Tree, qui se débarrasse enfin de l'homme qui veut la tuer, utilise le code proposé par un jour sans fin qui dit bien agir égale sortir de la boucle et laisse à penser qu'il s'agit de la fin de l'aventure pour la jeune femme. Mais il s'avère que ce n'est pas encore le dernier jour de la jeune femme qui n'a pas encore réussi à trouver le véritable meurtrier. Mais dans cette catégorie, la meilleure surprise a été The Map of Tiny Perfect Things. The Map of Tiny Perfect Things est un film de Yann Samuel sorti en 2021. On suit Mark, un jeune homme visiblement habitué par la boucle qui tente de séduire une jeune femme en l'empêchant de tomber dans la piscine. La boucle lui permet de tenter plusieurs tentatives dans l'espoir que cela marche jusqu'au jour où il rencontre Margaret, élément perturbateur qui bouleverse l'ordre des choses. Ce film réutilise les codes vus précédemment en les appliquant sur Mark, un ami qui se souvient pas de lui mais qui lui donne des conseils, une phase de pétage de câble, d'intimité, de dépression et d'envie de sortir de cette boucle tout en étudiant ce qui pourrait l'empêcher de se reproduire. Ce qui laisse à penser que tout au long du film, on suit bel et bien le personnage au centre de la boucle, jusqu'à cette scène où Margaret se rend à l'hôpital où décède sa mère. En vérité, il s'agit de la boucle de Margaret qu'elle a causée sans le vouloir. Margaret correspond au code de la boucle, elle se sent supérieure à Mark et crée une distance avec lui immédiatement. Et surtout, elle est égoïste. Vous vous souvenez lorsque je vous ai dit qu'être égoïste n'était pas forcément une chose négative ? Ici, dans la boucle, l'égoïsme peut aussi se traduire par la peur de vivre le jour suivant, d'affronter la réalité et préférer bloquer tout un groupe de personnes dans une boucle éternelle pour revivre éternellement un moment sans avoir à subir les conséquences du lendemain. Dans la boucle, on est libre de toute responsabilité dans la mesure où personne ne peut se souvenir de ce que le personnage principal fait. Ici, Margaret ne veut pas admettre la mort de sa mère et elle souhaite que cela ne s'arrête jamais, ce qui cause la boucle. Elle empêche la mort de cette dernière en lui refaisant vivre ce dernier jour pour ne pas la perdre. Mark est son love interest, celui qui va la conseiller, mais aussi la confronter lorsqu'elle refusera de faire face. Elle est la seule à pouvoir briser la boucle et la seule dont la théorie scientifique fonctionnera pour briser la boucle. Comme le comprend Mark, il s'agit de l'histoire de la jeune femme, pas la sienne. La prolongation d'une boucle, peu importe l'œuvre, est bien souvent due à l'égoïsme du personnage central qui ne fait que repousser l'inévitable. Les boucles temporelles sont plus importantes au cinéma que dans les séries dans le cas de la construction de personnages, car les boucles dans les séries concernent souvent un seul épisode. En conséquence, son impact sur le personnage et sur la série n'est pas aussi évident que dans un film. Là où le film dépend de la boucle pour l'évolution de son personnage et la conclusion de l'intrigue, l'épisode de la boucle ne va pas impacter la fin de la série ou celle du personnage, quand bien même on retrouve les codes cités précédemment, que ce soit ceux du comportement du personnage ou ceux concernant la personne qui va aider à sortir de la boucle. Cependant, même si la boucle en elle-même n'impacte pas la série ou l'évolution du personnage, difficile de demander à un épisode d'impacter une série qui dure depuis plus de 4 ans, elle va quand même impacter sa perception des choses, et cela dépendra du sujet de la saison et de ce que souhaite le personnage. Cependant, il existe une série dont la boucle impacte plusieurs saisons et l'évolution de 2 personnages, Misfits. Misfits est une série anglaise créée par Howard Overman en 2009. Elle met en scène 5 jeunes adultes frappés par la foudre durant leurs travaux d'intérêt général, leur octroyant des pouvoirs. Si vous n'avez jamais vu cette série, je vous la conseille bien évidemment. Des pouvoirs, de l'humour à l'anglaise et Robert Sheehan. Pourquoi vous ne l'avez pas encore vu, hein ? Pardon, la boucle donc. Pour commencer, la fin. Alicia découvre qu'un homme habillé en noir passe son temps à intervenir dans leur vie pour communiquer des informations ou les sauver. Sa curiosité va la conduire à se mettre en danger pour l'inciter à la sauver et lui poser des questions sur son identité. C'est alors qu'elle découvre, oh my god, qu'il s'agit de Simon. Le même Simon gringalet qui est bien entendu incapable de faire les exploits physiques que faisait l'homme en noir. C'est parce qu'il s'agit du Simon du futur. Durant cet épisode, Alicia va apprendre certaines informations sur son futur et ils vont tomber amoureux en quelque sorte, mais on y revient plus tard, ce qui va tisser des liens très forts, notamment pour la jeune femme. Simon, quant à lui, vit dans un appartement secret dans lequel des minuteurs indiquent l'arrivée imminente d'un événement important. Et la plus importante est la dernière horloge qui détermine une chose très importante. Il s'agit de la dernière mission de Simon. Ce qui veut dire que Simon sait qu'après ça, il sera parti d'une manière ou d'une autre, puisque les deux de Simon ne peuvent pas coexister. Et en effet, il va partir puisque sa dernière mission était de sauver Alicia. Elle veut bien entendu le sauver, mais il insiste en expliquant qu'il devait mourir ici, pour elle, et surtout qu'elle devait garder le secret auprès de Simon. C'est là que ça devient génial. En gardant l'appartement de Simon du futur en mémorial pour revivre les bons moments, on suppose car c'est dans les 3 mois plus tard que Simon apprend l'identité de l'homme masqué, que ce qui est arrivé durant l'épisode 6 arrive finalement et Simon commence à tomber amoureux de Alicia. C'est cette dernière qui va lui expliquer ce qu'il a fait durant la période où ils se sont fréquentés dans son futur, les sauvetages, quand elle est tombée amoureuse de lui, etc. Leur intimité en est renforcée au point que Simon lui promet de ne jamais remonter le temps. Mais évidemment, si Simon ne remonte pas le temps, il ne sauve pas Nathan, il ne sauve pas Curtis et surtout il ne sauve pas Alicia. Alors quelle est la raison pour laquelle Simon est prêt à briser cette promesse ?
Simple, la mort d'Alisha. En mourant, elle donne la raison du pourquoi le Simon du futur, le Simon actuel maintenant, décide de remonter le temps. Et ce qu'elle lui a raconté durant cette relation qu'ils ont eue va influencer son futur. En effet, toutes les décisions qu'il va prendre entre le moment où il remonte le temps et le moment où il meurt seront déterminées par les informations qu'Alisha et parfois les autres vont lui donner. Le fait qu'elle tombe amoureuse de lui avant que le Simon du passé tombe amoureux d'elle, qu'il soit insensible à son pouvoir, les personnes que l'homme au masque a sauvées, etc. Toutes ces informations guident Simon avant qu'il remonte le temps durant la mise en place de ses sauvetages et enfin jusqu'à sa mort. Et ainsi de suite. Ce que j'aime avec cette boucle, c'est qu'en tant que spectateur, on n'en comprend le fonctionnement qu'à la fin de la saison 3, alors qu'officiellement, les premiers éléments de la boucle se trouvent à la fin de la saison 1. Cette boucle commence officiellement à la fin de la saison 3 lorsque Simon décide de remonter le temps après avoir vécu la mort de celle qu'il aime, Alisha, événement qui est la fin de la boucle. En conséquence, parce qu'on connaît le futur de Simon, la partie de transition entre le moment où Alisha meurt et le moment où il arrive dans le passé nous est évidente. Simon doit récupérer les pouvoirs de Kelly pour pouvoir remonter dans le temps, sauver Nathan de la troupe des personnes envoûtées par la secte, louer l'appartement où il va collecter et réunir les informations pour les éléments importants dans lesquels il intervient, et surtout récupérer le pouvoir d'immunité qui lui permettra de partager les moments d'intimité avec Alisha. Bon, peut-être pas dans cet ordre. Et en tant que spectateur cette fois, tout comme les autres boucles, on peut maintenant déterminer le chemin de Simon du futur grâce à la première boucle que l'on a observée. En remontant le temps pour vivre ces moments précieux avec elle, il va revivre les moments exactement dans le même ordre que nous les avons vus, nous permettant de connaître sa vie future et son déroulement de par les événements que nous connaissons de sa vie, tout comme les personnages dont on connaît le futur en premier. Allez, public, j'attends au moins des réactions à ce stade. C'est bon, ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Je perds mon temps ici. Je m'en vais. Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Depuis quand tu peux contrôler les gens? Il faut croire que j'ai toujours eu des pouvoirs. Assis. J'espère que tu me fais pas perdre mon temps. Et en quoi est-ce que je te fais perdre ton temps? Je suis là depuis des heures déjà. Je suis même pas sûr que c'est toi qui es le carnet. C'est le carnet de... Le seul et l'unique. Comment est-ce que tu l'as eu? J'ai fait un petit voyage interdimensionnel, le dernier que je pouvais m'offrir. Et sur place, j'ai trouvé cette relique qui renfermait toute ma vie dans cette dimension. Alors j'ai volé. Donc quoi? Tu me fais perdre mon temps? Tu montes le carnet? Tout ça pour me larguer? Loin de là. Alors donne-le-moi! Pourquoi est-ce que tu me fais perdre mon temps? C'est à cause de cette stupide chronique? Je suis pas une enfant. Je sais pourquoi tu le veux. Et c'est la raison pour laquelle je te le donnerai pas. Quand tu es arrivé dans ce monde où enfin, mon double règne en maître, tu as parcouru la terre entière pour te trouver. Mais vu que tu n'as rien trouvé, tu as recherché ce carnet dans lequel toute la guerre y est référencée. Si tu me connais si bien, pourquoi me montrer ce carnet alors que tu sais pertinemment que tu vas pas me le donner? Pour que tu arrêtes de le chercher. Je sais que tu parcours les autres dimensions pour savoir si nos destins sont liés entre eux. Ils le sont. Mais tu peux pas empêcher ce qui va arriver dans les autres dimensions. Et savoir ce qui va arriver à ton double pour empêcher éventuellement que ça t'arrive, ça c'est de la torture. Donc il m'arrive quelque chose. Pourquoi as-tu mis en scène cette rencontre? Quoi? Ces gens, ces clients, ils sont pas vivants, ils dépendent de toi. Pourquoi avoir mis tout ça en scène? Je ne mets pas en scène que ce déjeuner. Tu n'es pas très observateur. Tu vis seul ici? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Amki vivre dans cette dimension. Tu devrais partir. Je me suis offert mon dernier voyage interdimensionnel. Et puis je suis bien ici. J'ai mes clients, mon barman. J'ai besoin de rien de plus. Si tu acceptes de me donner ce carnet, j'écouterai le reste de ta chronique. Je peux pas te donner ce carnet. J'ai pas peur et je ferai aucune bêtise.